La causerie matinale de ce mercredi 7 juillet 2021, mesdames et messieurs, s'intéresse donc à la décentralisation, tout à fait au plus bas niveau de l'échelle. Nous nous intéressons aux responsables de nos quartiers, oui, et nos villages, surtout les chefs quartiers et chefs de village. Aujourd'hui, nous vivons l'ère de la décentralisation, au quatrième mandature, oui, seulement que les chefs de village et quartiers de ville sont toujours là depuis quelques années. Alors, au regard des nouvelles mutations, des réformes qui sont engagées aujourd'hui dans le sens d'apporter une décentralisation véritablement à la base, quel est le rôle de ces chefs de village et chefs de quartier? Nous nous intéressons à la question ce matin avec nos invités pour en parler. Nous avons eu la chance d'avoir un chef quartier, pas des moindres, en tout cas ici dans la ville de Cotonou, avec nous sur ce plateau, monsieur Hamzat Adamon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là ce matin. Vous êtes le chef quartier d'Antokba. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est moi. Très bien. Merci. Avec vous, nous avons un journaliste spécialiste des questions de la décentralisation, Alain Tosuno. Bonjour Alain. Bonjour, cher confrère. Merci d'être là ce matin. Oui, c'est un de plaisir. nous apporter votre expertise. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes membre du réseau des médias pour la décentralisation et le développement local, REMED. Oui. Et puis, l'homme qu'on ne présente plus, très habitué à nous aujourd'hui, Fumilayo Mohamed Dorego, bonjour. Bonjour Théodule. Merci d'être là. Un Vous plaisir. êtes spécialiste des questions de développement local, de la jeunesse et tout. Vous avez voulu apporter aussi votre expertise à la causerie de ce matin. Tout de suite, je pose la question à M. Tosuno. Dites-nous, les chefs de village, chefs de quartier sont toujours en activité? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il faut dire que c'est eux qui donnent à la décentralisation tout son ancrage local. Parce que le maire, c'est vrai qu'il est au niveau de la commune, mais il s'appuie sur les chefs de quartier et chefs de village qui constituent des relais en matière donc, de partage d'informations. C'est eux qui sont aux côtés donc, des citoyens dans les villages. Donc, c'est un maillon très important en ce qui concerne donc, la mise en œuvre de la décentralisation et surtout en ce qui concerne donc, toutes les initiatives de développement local parce que ça se fait dans le territoire d'un village ou d'un quartier. Oui. À partir de cet instant, je crois que les chefs quartiers et les chefs de village constituent donc, un maillon très important donc, dans la mise en œuvre donc, de ce processus de décentralisation et pour réussir le développement local, évidemment, qu'on doit tenir compte donc, de ce maillon-là. Très bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, est-ce que nos chefs de village, chefs de quartier, maîtrisent véritablement leur rôle, au fait, ce qu'ils doivent faire pour le développement de leur localité? C'est juste en tant que spécialiste. Hein. Oui, il faut dire que déjà Non, il pas faut... en tout cas, que la présence du chef quartier Non, ne vous influence guère. Pas du tout, parce que Oui. on a démarré ce processus-là depuis 2002 avec les élections. Ouais. Et on a évalué donc tout le processus de décentralisation parce que il y a eu donc la politique nationale de décentralisation donc des concentrations donc qui a fait son temps et on a fini la relecture donc il reste juste mais il y a également un autre processus donc l'évaluation qui a été faite a montré que les organes infracommunaux, donc que sont le conseil d'arrondissement, que sont le conseil de village, le conseil de quartier, ne fonctionnent pas correctement, comme on l'aurait souhaité. Donc, ça fait partie donc des faiblesses ou des insuffisances que l'on a notées lorsqu'on fait le point par rapport donc à la politique nationale de décentralisation et déconcentration. Mais cela ne peut pas effacer le rôle important que ces chefs quartiers jouent en matière, donc j'ai parlé du partage d'informations, je peux en matière donc de sécurité, en matière donc de mobilisation communautaire pour tout ce que la commune entreprend comme initiative de développement, même les projets de l'État pour les mettre en œuvre. On a besoin de ces chefs de village de quartier. Vous avez également les partenaires au développement qui apportent. Donc, oui, mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que... ce qui n'a pas marché... en 30 secondes avant oui, ce qui n'a pas marché, déjà il faut dire que ces acteurs-là, la plupart n'ont pas une bonne
bonne compréhension de leur rôle, là il faut dire. Ensuite, c'est que même les textes de loi ne sont pas explicites par rapport donc à la façon dont ils doivent contribuer dans l'animation donc du développement. Il y a des insuffisances au niveau des tests et je crois que les acteurs sont conscients et aujourd'hui on est en train de relire les tests de décentralisation et on doit absolument davantage relire ces tests là pour leur donner. Maintenant il y a la question donc des ressources financières. Si les conseils de village et de quartier doivent se tenir, c'est qu'il faut absolument donc. Et comment on fait pour que les propositions qui sont faites au niveau donc du conseil de village ou du conseil de quartier puissent être prises en compte donc au niveau du conseil communal. Donc il y a la question aussi de leur motivation. Donc je pense que c'est important, mais par rapport au rôle qu'ils jouent, je crois que c'est des acteurs qui sont très, pour moi, c'est un levier important pour pouvoir donc donner à la décentralisation, locale. Absolument. Oui, Monsieur Hamzat Aguemon, nous avons écouté Monsieur Alain Tossounon. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui est dit? Est-ce que véritablement c'est ce qui se passe? Est-ce qu'il a effectivement pas le tableau? Absolument. Il aura pratiquement tout schématisé. Et je serais même beaucoup plus acerbe que lui par rapport à ce que vivent les chefs de quartier à la base, parce que vous savez, ce que vous devez faire. Non, mais pas ce que vous vivez, mais ce que vous devez faire. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut déjà partir de la genèse. Il faut partir de la genèse, parce que moi j'ai toujours préconisé qu'il y ait un profilage. À l'ère où nous sommes, nous avons besoin des personnes ressources qui puissent être à même de comprendre, d'appréhender, de s'approprier, ne serait-ce les tests qui prévalent aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas de la plupart des chefs de quartier, qui sont pour la plupart des illettrés. Pour imager simplement ce que j'ai dit, par rapport, par exemple, à la correction de la LEPI, on a demandé beaucoup de choses sur le chef de quartier. Et bien, figurez-vous que plus de la moitié sur le territoire national ne savent même pas lire. Alors, comment voulez-vous qu'ils puissent, n'est-ce pas, exécuter fiablement leur mission? Donc, la question de la motivation aussi est essentielle. Vous ne pouvez pas demander à ces acteurs ô combien importants, dans des maillons très importants, de s'acquitter de leurs devoirs sans pour autant leur proposer, parce que ils laissent finalement tout ce qu'ils doivent faire à un moment donné pour, n'est-ce pas, exécuter leur mission régalienne. Mais à côté de ça, vous avez trouvé des moyens d'évaluer vos situations. C'est là l'équivoque, parce que vous savez, le chef du quartier n'a aucune autonomie financière. Ça veut dire que nous ne sommes pas habilités à collecter les deniers publics, ni... Mais il y en a qui le font. Mais vous savez... Attestation de résidence. Voilà le paradoxe. Vous dites, la loi dit que vous n'êtes pas autonome financièrement, mais on vous permet, n'est-ce pas, de délivrer des attestations et de garder le denier public par devers vous. Alors, c'est paradoxal. Parce que parce que moi, je l'ai toujours décrit. De ces documents, elle est payante? Elle est payante. Attestation? Absolument. La résidence et tout? C'est à 1000 francs, l'attestation. Ah bien, c'est payant. Mais nous ne rendons compte de rien du tout. Nous ne le gardons pas de... Ou bien, pour la plupart des chefs de quartier, ils les délivrent gratuitement, gracieusement. Oui, bien sûr, parce que voilà, ça se passe, c'était mais voilà, parce que après tout, nous sommes des hommes politiques et c'est souvent nos administrés qui nous les élisent, qui viennent vers nous, et pour la plupart, nous les délivrons gracieusement. Sinon, c'est tacitement, il est admis qu'on perçoive 1000 francs par attestation. Et ça, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Peut-être du chef de quartier, mais il y a les élus locaux qui travaillent, qui collaborent avec le chef de quartier. Et qu'en est-il de leur motivation? Alors, donc, des acrobaties, on n'a pas de marge de la manœuvre. Donc, il faudra revoir tout ça. Et
nous évoluons dans un vide juridique qui ne dit pas son nom. Très bien. Au regard de ces insuffisances, c'est vrai, ce sont les tests, il y a les insuffisances à corriger au jour, les spécialistes en la matière réfléchissent, mais déjà à votre niveau, puisque c'est là la véritable question aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous devriez faire pour véritablement ancrer le pouvoir central dans votre quartier pour permettre le développement dans les villages et quartiers de ville. C'est de ça qu'il s'agit. En attendant de vous laisser Fumilayo, monsieur Fumilayo, oui, vous en aviez parlé, la décentralisation aussi, vous avez fait des travaux en la matière, mais les chefs de village, les chefs quartiers de ville, et qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est vrai, les tests sont là, il y a des problèmes, mais il est quand même chef de quartier. Merci beaucoup, monsieur Théodule. Je pense que l'un et l'autre, ils ont tous eu à aborder les choses comme cela se devrait. La seule différence, c'est que pour moi, je ne dirais pas que les chefs du village ou de quartier sont un maillon important. C'est le maillon le plus important du développement. Bon, après le président de la République, l'acteur le plus important en matière de développement sur le plan national, c'est le chef quartier. Il se fait que malheureusement, c'est des choses que nous avons au niveau de nos intellectuels qui en fait minimisent les véritables acteurs au profit des autres, ou bien au profit de leurs intérêts. C'est parce que jusque-là, on n'a pas compris le rôle de ces personnes. D'abord, qu'on leur a donné la mauvaise place, ça fait un. Deuxièmement, parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris leur propre rôle, qu'ils acceptent en fait de faire un travail ou bien de se vendre très moins cher en fait. Et pour le dire, depuis tous les gouvernements que nous avons eus, à mon avis, là où nous sommes, ce que nous appelons aujourd'hui le juge véridique, pour moi, le seul président qui a un tout petit peu compris, peut-être qu'il ne l'a pas compris entièrement, mais ce qu'il a fait, normalement, c'est ce qui devait être fait. On ne peut pas se permettre pas des jeux de calcul politique de mettre des chefs quartiers. Normalement, le chef quartier, quel que soit son bord politique, dès qu'il est installé, il est directement relié à ce qui se fait là-bas. Donc normalement, pour moi, en matière... Non, c'est pas vraiment ce qui se fait. Pourquoi? Parce que c'est des jeux de calcul, parce qu'il faut voir tel soutien, tel baisse, tel est d'accord, etc. Et parfois, la notion de l'opposition et de la mouvance, c'est d'abord la première des choses qui détruit ce pays. Normalement, il ne devait pas y avoir d'opposition, de mouvance. Il devait y avoir en temps normal une seule direction dans laquelle nous sommes en train d'aller. Oui, mais quand vous êtes élu, il s'agit, c'est la question de développement de votre localité qui s'impose. Oui, nous n'allons pas rester... Non, écoutez-moi. Oui. Je te dis, ce que je dis, c'est tellement important. Ça dit, si par exemple, le chef de quartier était systématiquement normé, tel que par exemple, on le fait pour le préfet, les choses seraient différentes. Vous comprenez? Mais c'est parce que ce n'est pas le cas et qu'il y a une sorte de clivage, même au sein du conseil du village, il y a déjà des disputes. Le chef de village, il sait de quoi je parle. Parfois, on a le désir de faire un travail, mais les autres veulent s'interposer. Que tu appartiennes au gouvernement ou pas, dans l'autre camp, non, on ne va pas laisser faire. Ils s'interposent. On a ce problème-là à la base. Ils divisent la jeunesse, ils divisent les sages. Aujourd'hui, les choses ont changé quand même. Ce n'est plus... Non. En termes de fonctionnement, ça n'a pas changé. On peut dire que oui, il y a un cadre et tout, mais sur le terrain, le problème est toujours là, présent. Il y a toujours dans tous les quartiers, allez voir, il y a toujours 2 ou 3 camps qui sont séparés. Vous vivez cette situation? Absolument, parce que nous sommes pratiquement soumis à une sorte de chantage des fois qui ne dit pas son nom. Parce que vous êtes obligé de faire plaisir ou d'abonder dans un sens ou dans l'autre pour apaiser les dissensions internes au conseil local. C'est votre leadership qui est en jeu, votre savoir-faire, votre leadership que vous mettez en jeu. C'est un peu limite, parce que quand vous êtes par exemple un chef de quartier issu d'une obédience qui n'est pas forcément de la mouvance, et qu'il y ait des élus minoritaires de la mouvance, vous n'avez pas forcément l'accompagnement qu'il faut de votre hiérarchie en cas de dissension. Donc bon, c'est des situations qui ne sont pas forcément, qui ne devraient pas entraver le développement du quartier. Mais ceci étant, il faut, comme il est dit mon jeune frère, il faut en être conscient et pouvoir évoluer avec. Très bien. Alors, et comment évoluer? Comment est-ce que vous, peut-être, vous pensez évoluer? Vous avez évoqué les problèmes. Comment est-ce qu'on devrait évoluer? Un chef de village, chef de quartier évoluer pour vraiment imparter sa localité, une gouvernance inclusive à la base et permettre à tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez la chance je vous donne, j'essaie de
d'imaginer un peu la chose. Auparavant, il y a quelques années, on avait essayé de constituer déjà le collectif des chefs de quartier et qui n'a pas vraiment prospéré parce que le calcul politique était entré dans le jeu. Mais aujourd'hui, avec le leadership du maire Lucas Tropo, on a pu asseoir et du préfet Kodia, que je salue à l'occasion, on a pu constituer le collectif, d'où nous pouvons descendre avec des propositions à la base et faire remonter également à notre hiérarchie. Donc aujourd'hui, nous percevons quand même les prémices d'une réforme, pas forcément officielle, mais qui prend et qui pourrait nous amener à mieux cerner les problèmes à la base, pas l'information, pas la vulgarisation de tout ce qui fait, de surtout rend le rôle du chef du quartier prépondérant à la base. Donc, je crois que tout ce qui concourt aujourd'hui à une cohésion à la base à la base, effectivement, pour évoluer et tout est là, mais il faudra qu'il y ait une éclaircie dans la protection juridique, dans le statut juridique même du chef de quartier. Très des propositions que le collectif dirigé par le président Badou, le sécu de Agla, et des informations, des doléances qu'on a pu déposer. Et oui, ça c'est ce qui concerne la ville de Cotonou. S'il vous plaît, mais chef quartier Hamza Taguemon, monsieur Tossono, nous allons aller passer à la phase pratique, c'est-à-dire des propositions pratiques. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, dans quelle direction, quelle proposition peut-on faire à nos chefs de village, chefs quartier de ville, pour que vraiment le développement à la base puisse se sentir? C'est vrai, le maire est là, le préfet, la hiérarchie est là, mais de leur initiative personnelle, de leur initiative déjà, il doit y avoir des choses qui... Oui, avant ça, je vais répondre à mon ami pour dire qu'on est allé à la décentralisation parce que on a compris que par la démocratie locale, on peut arriver à la démocratie au plan national. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut que ceux qui sont à la base soient légitimes. Nommer un chef de quartier, c'est pas évident que celui-là, une fois nommé, qu'il arrive à rassembler autour de lui. Donc, je crois que c'est important... Surtout s'il n'est pas connu. Surtout s'il n'est pas connu, il faut qu'il soit légitime. Donc, c'est important qu'on comprenne que ce qui fait la légitimité d'un chef quartier et autres, c'est sa capacité à vraiment mobiliser, sa capacité d'action à mobiliser les gens autour des initiatives de développement local et tout. Donc, je crois que c'est important qu'on comprenne que... Et on est passé par là. On est passé... On est passé... Vous pouvez me laisser terminer. On a eu des expériences par le passé où vous avez vu des chefs quartiers qui sont restés durant des années, on ne les a pas changés et autres, et on sait très bien comment ça fonctionnait. Des gens sont passés de père en fils, on a vu comment le pouvoir est passé du père au fils. Le père est mort parce qu'il était donc délégué du quartier, après c'est son fils qui a pris, et on a vu tous les problèmes que ça a eu. C'est une autre expérience qu'on fait, et je dis toujours c'est un apprentissage. On ne peut pas aussi au niveau des maires, il y a des élections et autres, et dit que bon là, à ce niveau-là, on va seulement désigner. Alors ce qu'il y a aujourd'hui, c'est comme proposition, c'est que déjà, c'est ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'ils se constituent, et que également leur voix porte, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils vivent comme réalité. C'est important déjà qu'ils fassent la pression au niveau donc de leur maire et des conseils communaux et municipaux. Ça, c'est un premier... Mais même au niveau national... pression jusqu'à... Non, quand je dis pression, c'est un lobbying. C'est un lobbying qu'il faut faire. Pour dire, nous sommes... voilà des réalités que nous vivons sur le terrain. Parce qu'effectivement, quand vous prenez la vie d'un chef quartier ou d'un chef de village, mais pratiquement... Il n'a pas d'horaire de travail. Il travaille tout le temps. Et aujourd'hui, vous avez vu les questions sécuritaires. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin des chefs quartiers, des chefs de village pour combattre donc tout ce que nous avons comme sécurité. Mais absolument, parce que c'est eux qui sont dans les quartiers, dans les villages, et qui savent ce qui se passe, et qui savent s'il y a un étranger qui sort ou qui vient et tout ça. Donc ils sont devenus et ils deviennent de plus en plus importants par rapport aux dispositifs sécuritaires et par rapport aussi à tout ce qui est développement local. Et par rapport, on a besoin de... Donc ça veut dire quoi? Il faut les renforcer dans leur rôle
dans leur rôle de répondant au niveau donc local. Et cela passe par donc la relecture des textes de loi, et cela passe par donc une clarification par rapport à quel genre de motivation il faut leur donner, mais également la question donc du niveau d'études. Parce qu'on se rend compte qu'on a dit, quand on a fait le point, la plupart, effectivement, n'ont pas un niveau d'instruction qui leur permette vraiment de comprendre leur rôle et de vraiment agir comme cela se doit. Donc, je crois que là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte aussi, lorsqu'on forme les acteurs, pour les acteurs du maillon, on les oublie. En termes de renforcement de capacité, on les oublie aussi. Très bien. Parce qu'on forme les élus locaux au niveau des conseils, on forme les maires, mais les chefs de quartier, on les oublie. Alors que ils sont très importants parce que, aussi bien l'État central, dans tout ce que l'État aujourd'hui est en train de mener comme réforme, mais l'État s'appuie sur ces acteurs-là. Et ils doivent absolument donc être renforcés dans ce rôle-là à travers donc des sessions de renforcement de capacité pour leur permettre de mieux comprendre les tests et d'agir comme cela se doit. Oui, Monsieur Fumila, de façon pratique aujourd'hui, parce que voilà les problèmes que nous avons, mais ils sont là, ils sont dans leur travail. De façon pratique, qu'est-ce qu'il faut leur proposer en attendant le lobby de la création et tout ça là, ça c'est fondamental, oui, pour se rendre, pour se montrer beaucoup plus fort. Mais de façon pratique, qu'est-ce qu'on pourra leur proposer déjà, parce que nous vivons des choses dans nos localités. Vous connaissez ma méthode de travail qui est que avant de corriger quelque chose, il faut avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Oui, nous avons déjà présenté, dit ce qui ne va pas. Parce qu'il est important que on n'a pas beaucoup de temps. Je vais revenir sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas. Si vous voulez, dites-moi, j'ai peut-être une minute, mais je vais être très court. Vous avez 30 secondes donc. Écoutez-moi. Il est important qu'on dise la vérité aux populations et au peuple. Je ne refuse pas l'élection, c'est pas ce qu'on a dit. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est que c'est pas les élections que les gens sont normalement désignés. Mais le choix du chef de village se fait entre nous. Ce n'est pas le peuple qui décide qui va être notre chef de village. Certainement les spécialistes vont réfléchir à tout ça, à toutes ces éventualités. Oui, ils vont réfléchir à ça. Mais ce que nous sommes en train de dire, puisque vous me demandez de faire des propositions concrètes, c'est que pour moi, chaque quartier ou chaque village est comme une maison. Et aucune maison ne peut prospérer si la maison est divisée entre elles-mêmes. Et c'est là le problème d'abord. La division, ça... Pour qu'on règle d'abord ce problème-là de façon concrète, soit c'est le chef de quartier qui fait suffisamment preuve de leadership, ou soit c'est le rôle qui doit apporter l'appui qu'il faut pour qu'il y ait d'abord cette union à la base. Le développement, c'est d'abord ça. S'il n'y a pas ça, nous aurons un problème. Donc, il y a d'abord le problème de l'unité au sein du quartier, au sein du village, afin que tout le monde puisse aller vers la même direction. Deuxième chose, quand les gens viennent, qu'on leur permet tout au moins de proposer un document, soit de structuration ou de développement de leur localité, et qu'on impose au conseil, peut-être avec validation de l'arrondissement de la commune, pour qu'on sache qu'on est en train de marcher ensemble dans une certaine directive. Que ça ne soit pas le chef de village qui décide, un tel conseiller qui dit non, on ne peut pas faire ça, etc., etc. La troisième chose importante à faire à la base, je dis, en matière de droit, tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. C'est le droit positif. Donc, c'est pas. Il y a, pour le moment, une fois que le test n'a pas précisé un certain nombre de choses pour dire ne faites pas, ils ont la capacité de leur localité, sur la base de leur réalité, de leurs difficultés personnelles, des ressources de leur localité, faire des propositions pour pouvoir améliorer les choses. Très bien. Donc, ça là déjà, il faut commencer déjà par le faire. Même s'ils se mettaient ensemble, c'est pour défendre leur intérêt. Ça ne parle pas de leur localité respective, voire personnelle. Monsieur Hamzat, c'est ces trois éléments qui doivent pouvoir combiner ensemble pour avoir de bons résultats. Très bien. Merci, Monsieur Fumlayo Mohamed Rego. Monsieur Hamzat Agrément, oui, c'est vous qui vivez vos réalités, vous qui êtes sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous puissiez faire en attendant le lobby, en attendant que votre lobby ne prenne, la mayonnaise ne prenne à ce niveau-là? Qu'est-ce que, de façon individuelle, un chef de village, un chef de quartier peut faire? Que vous pensez? Bon, c'est difficile de répondre à ce genre de questions de manière honnête, parce que au niveau de la décentralisation, ce qui me gêne, moi personnellement déjà, c'est de pouvoir disposer déjà à la commune, à l'arrondissement, des personnes ressources, pouvant, puisque c'est la hiérarchie qui impulse ou qui remonte nos doléances. Mais quand vous n'avez pas en face de vous l'interlocuteur qui est à même crédible, qui est à même d'appréhender ce que vous lui apportez comme information ou comme doléance, c'est difficile que ça puisse prospérer à la base. Donc, le transfert des compétences, c'est essentiel. C'est très, très important. Parce que vous avez plein de projets.
pour imaginer le fonds FADEC, par exemple, dont je parlais hier sur une radio concurrentielle. Il y a des fonds dans les communes qui sont inutilisés. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la personne ressource qui serait à même d'accompagner le maire pour ébaucher et élaborer des projets qui puissent bénéficier de ces fonds. Actuellement, les réformes sont en train d'aller... Ben voilà, justement, les réformes sont impulsées et Dieu merci, on ne peut que remercier cette gouvernance aujourd'hui qui favorise cette émergence d'une nouvelle classe, d'une nouvelle mentalité administrative et jusqu'à la base. Donc, en ce qui nous concerne à la base, nous avons toujours fait des propositions, nous avons toujours introduit des doléances. Malheureusement, ça n'a pas toujours prospéré dans ce... Quelques-unes de ces doléances. Ah ben, quelques-unes, par exemple, le monsieur parlait, la formation des chefs de quartier, parce que c'est vrai que on sacrifie au suffrage universel en élisant un chef de quartier pour être entre guillemets sûr de son leadership, de la légitimité populaire dont il a besoin. Mais il peut être illettré. Mais c'est pas parce que il bénéficie, il a une légitimité populaire qu'il est forcément à même de remplir vraiment le poste. Je ne dis pas que il faut, et en tout cas au stade où on est aujourd'hui, le chef de quartier doit pouvoir bénéficier d'abord le statut juridique. Il faut que ça soit clair, parce que il faut pas voguer à vue et de deux, bénéficier au lendemain des élections, ne serait-ce... on a commencé avec le maire Lucas Troupeau, on a commencé à initier ce genre de démarche au niveau de la base et imprégner les chefs de quartier de l'essentiel pour bien leur expliquer leurs droits et devoirs, pour ne pas outrepasser ce qui ne devrait pas l'être. Merci chers invités. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons passer à la conclusion, puisque certainement on reviendra pour aborder d'autres aspects. Le temps... Oui, le temps, sinon que ce qu'il y a aussi comme proposition, c'est qu'il faut faire fonctionner les organes infracommunaux. Vous voyez, le débat qu'on fait sur les chefs quartiers, on pourrait le remonter ça au niveau des arrondissements, ou également les conseils d'arrondissement qui devraient se tenir chaque mois, donc ne se tiennent pas. Au niveau du conseil de village et de quartier, c'est chaque trimestre. Donc il faut que les organes infracommunaux fonctionnent. Donc il faut demander au maire et au conseil de faire fonctionner ces conseils-là. Parce que c'est des creusets qui permettent donc d'avoir les propositions donc de ces organes-là pour pouvoir les prendre en compte. Il y a également aussi d'amener les maires et les conseils communaux à prendre en compte les besoins et les aspirations donc de ces conseillers de village et de quartier, et aussi ceux qui sont au niveau donc des conseils d'arrondissement. Et également, en conclusion, il y a beaucoup d'approches qui ont été développées, par exemple le budget participatif qui permet donc de faire remonter donc, et de faire la priorisation donc, de tout ce qu'on doit faire au niveau donc, de la commune. Ça doit partir des quartiers, ça doit partir des villages pour pouvoir remonter au niveau de la commune. Donc il faut amener les maires à comprendre que ces approches leur permettent véritablement de prendre en compte donc, les aspirations des chefs de quartier et des chefs de village. Et ils ont intérêt, parce que s'ils ne prennent pas ça en compte, demain quand ils voudront se faire élire, ils doivent s'appuyer sur ces chefs de quartier et chefs de village. Merci beaucoup, monsieur Alain Tosunon. Monsieur Dorego, en 30 secondes. En conclusion, c'est vrai qu'on n'a pas abordé tous les aspects. Nous y reviendrons. Ce que je dirais simplement, qu'on donne les moyens aux acteurs les plus importants du développement pour pouvoir faire le travail. Très bien. Qu'on essaie de leur trouver tout au moins, par exemple, un local. La plupart d'entre eux, si ça se fait dans leur maison et tout, ce n'est pas bien élaboré, c'est pas bien structuré. Qu'ils aient tout au moins voilà, un secrétariat qui fonctionne normalement et qu'on essaie également de les orienter par rapport à ça. Et pour finir rapidement, ce que j'ai envie de dire, par rapport au chef quartier, c'est qu'il faut leur permettre en fait de pouvoir avoir des plaidoyers par rapport aux ressources de leur localité. Même s'ils ne peuvent pas, même si c'est dans le compte de l'État, et puis ne peuvent pas directement avoir la gestion, il faut que toute ressource de la localité apporte ne serait-ce qu'une petite plus-value à chaque... Merci. Chef Kati Hamzat, 30 secondes. Je vais répondre rapidement sur le dernier point. Il faut savoir aussi que les chefs quartiers sont des auxiliaires précepteurs. Donc, on ne le dit pas assez. Non, c'est-à-dire, non, dans les tests, il y a des canaux, c'est prévu, mais ce n'est pas forcément. Pour ma conclusion, en fait,
je vais exhorter, certainement au-delà de toute considération politicienne, la hiérarchie à conforter, à accompagner les chefs de quartier, les conseils locaux, pour conforter la cohésion, n'est-ce pas? Parce que c'est souvent, c'est souvent source de conflits quand la hiérarchie n'est pas impartiale. Merci. Donc, à vous, Hamzat Aguemon, chef quartier d'Antokwa, monsieur Fumilayo Dorego Mohamed, coach expert en développement local et la jeunesse, Alain Tossounon, expert aussi en décentralisation, membre du réseau de développement de la décentralisation et le développement local. Avec vous, nous avons évoqué le rôle des CV et des CQ, chef quartier, chef de village. C'est vrai, tous les aspects n'ont pas été abordés. Nous y reviendrons, mesdames et messieurs. Très bonne journée à vous tous.